incroyable qui fait qu'un premier tour d'élection s'est déroulé le 15 mars et le deuxième tour se déroulera, si tout va bien, mais normalement les choses devraient bien aller, le 28 juin. Je vous souhaite donc la bienvenue ici au sein de ce magnifique auditorium du pôle culturel. Je voudrais féliciter bien évidemment tous les élus qui ont été élus dès le premier tour, ceux qui restent en lice pour le second tour. Et je sais, en voyant cette assemblée avec des têtes connues depuis tant d'années, je sais pertinemment que le territoire est ainsi bien gardé et que vous pourrez mener dans les années à venir des projets extrêmement importants, essentiels pour l'ensemble de la population de notre territoire. Soyez donc à nouveau les bienvenus. Je vous ai précisé donc 5 membres de cette assemblée ce soir ne pourront participer au vote. Messieurs Lecointe, Monsieur Galliano, Monsieur Ferraccia, Monsieur Marcel, considérant par ailleurs que l'effectif légal de 66 conseillers est donc bien respecté. Comme je vous le disais, de par son ordre du jour, donc nous aurons des délibérations essentiellement centrées sur des mesures de soutien au monde économique et touristique. Mais pour autant, et alors vous avez remarqué également que pour des raisons de distanciation sociale, nous avons été contraints d'interdire l'accès public. Mais comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de caméras et donc cette séance est retransmise en ce moment même en direct sur la page Facebook de notre agglomération. Je vais donc procéder à l'appel. Je vais essayer de retrouver, voilà, cet appel. Donc, Claude Pianetti, Jacques Lecointe, que j'aperçois toujours en fonction, même si plus conseiller. Claude Alemagna, que j'ai aperçu, Alain Parlanti, Bernard Chilini, Liliane Boyer, Valérie Marcy, Gérald Perrugue, Gilbert Galliano, idem, fait partie des anciens qui ne votent pas, Raymond Gras, Hugues Martin, Daniel Maria, Nicole Fanelli, Richard Strambiot, Christian Taillandier. Il est là, Christian? Oh, pardon, Christian, qui est tout près, que je ne t'avais point vu. Christian Taillandier, Georges Roulier, Serge Baldecchi, qui a donné pouvoir à Nicole Fanelli. Yves Baquet, que j'ai aperçu, Christophe Carrière, que j'ai vu, Sophie Dufour, Frédéric Marcel, absent, Jean-François Ferraccia est excusé, Jacques Gérard est là, Claude Marin, Alain Barral, Stella Acciari. Et, pardon? Oui, pardon, excusez-moi, je vous avais tout en haut... Si on pouvait légèrement baisser les lumières que j'ai dans les yeux, parce que je ne vois pas les conseillers. Merci. Daniel Adou-Copin. Merci, Daniel. Franck Ambrosino arrivera, nous dit-on, en retard. Donc, pour l'instant, absent. Anne-Marie Amoroso. Jacques Bertrand. Bernard Bonabel. Hugues Bonnet. Alain Boucher. Absent. Alain Kémaris, Stéphane Serré, absent, Christine Chalot-Fournet, Lisa Chauvin, Albert David, René Diès, Brigitte Dubuis, Francine Fiorini, Valérie Floss, Jean-Yves Faure, Jean Fourisco, Sylvie Francin, François Gibault, Nathalie Gonzalez, Malika Guelati, Jean-Pierre Guindéo, Marie-Christine Guiol, Françoise Legrayen. Grégory Love a donné pouvoir à Brigitte Dubuis, Fabrice Magot, Marie-Josée Morel, Jean-Bernard Miglioli, Jean-Pierre Montbazé est absent, Christine Nicoletti, Gilles Olivier, Michel Pélassi, Nathalie Pérez-Leroux, Thierry Pesse,
Michel Ponte, Christine Prémoselli. Laure Reg a donné pouvoir à Christian Taillandier. Philippe Roux. Régis Roux a donné pouvoir à Michel Pellassi. Philippe Schreck est absent. Jean-Pierre Souza, présent. Romain Vaquier. Présent. Christine Villelongue. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir valablement délibérer. Mais au préalable, je dois donc procéder à l'élection du secrétaire de séance. Romain Vaquier étant le plus jeune de nos conseillers d'agglomération, s'il en était d'accord, je vous propose de l'élire donc secrétaire de séance. Pas d'opposition. Monsieur Vaquier est donc le secrétaire de séance. Vous avez reçu dans le dossier de ce conseil d'agglomération le procès-verbal de la dernière séance du 5 mars 2020. Avez-vous des observations à formuler en séance? Je vous indique qu'aucune observation écrite n'a été formulée. Pas d'observation. Je vous propose donc l'adoption de ce procès-verbal de la séance du 5 mars 2020. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de passer directement à l'ordre du jour, je me dois de vous demander l'autorisation d'inscrire une motion supplémentaire à l'ordre du jour relative au soutien du personnel du centre hospitalier de la Dracénie. Nous avions évoqué cette affaire lors du dernier bureau qui s'est tenu ici même. Nous attendions de voir l'évolution sur la situation réservée au personnel de l'hôpital du centre hospitalier de la Dracénie. Cette évolution, malheureusement, n'est pas intervenue. Donc, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, cher Richard, nous présentera, si vous en étiez d'accord, cette motion soumise au vote en fin de séance. M'autorisez-vous donc à inscrire ce point à l'ordre du jour? Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre. Je vous remercie. Cette motion sera donc étudiée, débattue et votée en fin de conseil. Nous allons pouvoir désormais passer à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, mais comme d'habitude, nous allons commencer par le relevé des décisions communautaires prises par délégation au président depuis le 1er avril 2020, que vous avez donc reçu la liste de l'ensemble de ces décisions communautaires prises donc le 1er avril 2020, et je vous invite donc à nous poser les questions que vous souhaitez, avec une petite précision par rapport au conseil d'agglomération antérieur. Vous savez que les dispositions édictées par le gouvernement, par l'exécutif, dans le cadre de cette crise sanitaire, ont attribué en tous les cas des pouvoirs élargis aux exécutifs. C'est-à-dire que nous avions, au-delà des délégations qui m'avaient été confiées en début de mandat, il y a eu une réelle extension des pouvoirs aux exécutifs locaux, avec la moindre des choses, l'obligation, bien évidemment, de vous en rendre compte. C'est ce que nous faisons ce soir. Sur cette liste des décisions, avez-vous des questions à poser? Eh bien, il n'y en a pas. Je considère donc qu'elles sont acceptées, et nous pouvons rentrer de plein pied dans l'ordre du jour. Mais au préalable, je voudrais vous donner quelques éléments pour bien souligner véritablement l'enjeu de ce conseil d'agglomération, des autres délibérations que vous aurez à préparer et à voter pour la suite de ce mandat, que ce soit d'ailleurs dans vos conseils municipaux respectifs, tout aussi bien ici au conseil d'agglomération. D'abord un mot dans cette crise sanitaire épouvantable que nous avons traversée, que nous traversons encore. Je voudrais tout d'abord saluer l'action de tous les maires et de tous les élus locaux. Vous avez, par vos décisions, permis certainement d'éviter une hécatombe aux côtés des soignants,
Ici, tout particulièrement donc, sur ce territoire, où il y a eu un conseil scientifique qui a été réuni à l'initiative de la ville de Draguignan. L'ensemble des élus ont pu partager les décisions, les recommandations, plus exactement, de ce conseil scientifique. À mon tour, je voudrais remercier et saluer l'action du médecin général Morillon, qui nous a particulièrement éclairés. Bref, par toutes les mesures que vous avez prises les uns et les autres par cette action de crise. Vraiment, un sincère remerciement très républicain et quoi on a redécouvert au travers de cette crise le bien fondé des élus locaux, que ce soit les grands élus, mais aussi et surtout dans la ruralité, les petits, ce n'est pas du tout péjoratif, les maires des petites communes, devrais-je dire, où vous avez été véritablement un lien total avec la population. Après cette crise sanitaire, voici donc venu le temps de la crise économique. Comme vous le savez, au niveau national, les statistiques sont particulièrement inquiétantes, avec un PIB qui est attendu en baisse de 11% sur l'année 2020, un déficit public jamais atteint, une dette publique qui représente 120% de notre produit intérieur brut, un chômage qui est donné aujourd'hui à plus 860 000 demandeurs d'emploi sur notre territoire. Nombre de PME et de TPE ne rouvriront pas, malheureusement, après cette crise économique. Et j'ai voulu ce soir, et je salue d'ailleurs au passage, tout en la remerciant, la directrice de Pôle emploi, comme je l'avais fait la dernière fois, j'ai souhaité pouvoir vous donner ce soir les éléments qui sont très inquiétants sur notre territoire en matière de situation de l'emploi. À fin avril, les demandeurs d'emploi sur notre territoire avaient grimpé de 11%. À fin mai, nous en sommes à plus 24% de demandeurs d'emploi sur notre territoire. Il s'agit de demandeurs d'emploi de catégorie A. C'est bien cela les demandeurs d'emploi dont on parle le plus communément. Plus 24% à fin mai 2020. De la même façon, on peut regarder les chiffres d'une autre façon, les radiations de Pôle emploi, c'est-à-dire tous ceux qui d'habitude trouvent un travail, qu'ils soient intérimaires ou que ce soit des CDI, sont radiés. Or là, les radiations ont baissé de 67%. Je prouve bien que quand on est malheureusement au chômage, actuellement, on y reste. Toutes les tranches d'âge sont touchées de façon égale. Pas plus les jeunes que les anciens. Les tranches d'âge sont touchées. Beaucoup plus inquiétant, l'offre d'emploi s'effondre. Moins 44% sur les offres en intérim. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont toutes les agences intérimaires qui nous ont alertés en disant il n'y a plus de boulot, il n'y a même plus de petits boulots intérimaires, moins 44% d'offres en intérim, moins 39% d'offres sur les services administratifs, moins 26% sur les métiers du spectacle, moins 26% dans l'agriculture, et curieusement, mais ça s'explique, moins 20%, si je puis dire, seulement sur l'hôtellerie et la restauration. Mais cela s'explique par une raison toute évidente, c'est que dans notre région, essentiellement, l'hôtellerie et la restauration travaillent avec des saisonniers. Et donc les saisonniers n'avaient pas été encore recrutés, donc forcément, ils n'ont pas été radiés, mais par ailleurs, moins 20%, on reste, et c'est la mesure que nous souhaitons prendre ce soir en matière de soutien à l'hôtellerie, à la restauration, mais aussi les mesures en matière de politique touristique qui nous seront présentées par Valérie Marcy tout à l'heure. Il y a quand même un petit espoir d'essayer de sauver ce que l'on peut encore sauver sur notre saison touristique. Par contre, et ça c'est tout à fait compréhensible, ça sera peut-être d'ailleurs seulement conjoncturel, les offres d'emploi sur les secteurs du nettoyage, sur les secteurs du sanitaire et l'industrie manufacturière sont en hausse de plus 25%. Et ça s'explique totalement avec la reprise de l'activité économique après le déconfinement
il a fallu, bien évidemment, faire appel aux entreprises de nettoyage pour désinfecter la totalité des locaux. Sur les offres d'emploi dans le sanitaire, là aussi, pas besoin de vous faire un dessin. C'est donc aujourd'hui une mobilisation générale qui doit être, à mon sens, décrétée. Et nous devons tous intervenir. L'État, l'Europe a mis 500 milliards sur la table. L'État, vous le savez, a mis plus d'une centaine de milliards sur la table. Les régions ont été proactives, et c'est normal, puisqu'elles ont en responsabilité la compétence économique. Les départements, sur le volet social, n'ont pas été en reste. Restent les intercommunalités et les communes. Et nous avons tous, ici, je crois, notre rôle à jouer pour faire en sorte d'atténuer cette crise épouvantable et jouer notre rôle d'amortisseur économique et social. Car après cette crise économique, c'est bien évidemment une crise sociale qui nous attend. Et c'est peut-être, à titre personnel, ce qui m'inquiète le plus. Nous avons ce confinement qui était totalement nécessaire d'un point de vue sanitaire, a fait des ravages socialement. J'écoutais tout à l'heure en venant une enquête qui était diligentée, plus quel était l'institut de sondage, peu importe, par les petits frères des pauvres. Plus de 700 000 de nos anciens sont restés totalement isolés, sans aucun lien avec leur famille pendant cette crise sanitaire. Plus de 700 000 de nos anciens dans notre pays. Vous le savez, les taux de suicide ont malheureusement explosé pendant cette période. Les violences conjugales, mais les violences aussi parents-enfants ont explosé. Et en ce qui concerne les enfants, aujourd'hui, tous les pédopsychiatres tirent la sonnette d'alarme. Il y a un véritable décrochage scolaire. Voilà pourquoi, à titre personnel, je lance un appel à l'ensemble de la communauté éducative. Il faut absolument que le plus d'enfants possible puissent reprendre le travail dans les écoles, puissent être accueillis dans les écoles, sortir de ce ronron qui fait qu'aujourd'hui, ils restent à la maison, les parents ont besoin de travailler, les ados restent seuls, ils s'adonnent aux jeux vidéo, ils s'adonnent malheureusement sur les réseaux sociaux à des contacts pas toujours très opportuns. Et donc nous devons là véritablement tous nous y mettre parce que nos enfants sont aujourd'hui en perte de repères totale. Et donc nous devrions faire en sorte que l'activité puisse reprendre. Quand je dis que l'activité puisse reprendre le plus rapidement possible, ça veut dire bien évidemment en faisant attention à ce que nous faisons. Nous devons certainement vivre aujourd'hui avec le risque. L'assureur qui vous parle vous dit que le risque doit être mesuré pour être atténué, mais nous ne pouvons pas continuer, me semble-t-il, à avoir des blocages de l'activité, car au-delà de la crise économique, c'est une crise sociale qui frappe de plein fouet notre pays. Notre agglomération, je vous l'ai dit, n'est pas restée les bras ballants. Nous avons souhaité, avec l'ensemble des membres du bureau, c'est une action collective, bien évidemment, qui s'est déroulée depuis le mois de mars, nous avons tout d'abord souhaité pouvoir apporter un soutien au pouvoir d'achat pour les particuliers, c'est-à-dire immédiatement en annonçant un certain nombre de mesures de gratuité. Je pense à la gratuité dans les transports publics, c'est quand même un coût, monsieur le vice-président en charge des transports, qui était évalué à plus de 100 000 € pour l'agglomération, mais aussi nous avons souhaité pouvoir rembourser en matière de transport, en matière de piscine, tout ce qui était les abonnements pour pouvoir, c'était pas grand-chose, mais à coût de 10 € dans des familles modestes, tout cela est extrêmement important. Donc rembourser tout ce que nous avons pu rembourser et mettre en gratuité tout ce que nous pouvions mettre en gratuité pour le soutien au pouvoir d'achat pour les particuliers. Le soutien au monde économique, a été aussi, et nous sommes dans notre compétence, et c'est tout à fait normal, a été mis en avant par l'ensemble des élus de l'agglomération. Je voudrais d'abord, d'ailleurs, à ce titre, souligner et saluer le courage des chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, de nos petits artisans,
de nos petits commerçants qui ont fait ce qu'ils ont pu pendant cette crise. Très souvent, quand le décret ne leur imposait pas une fermeture, ils ont continué à travailler, quelquefois au mépris d'ailleurs de leur propre santé. Mais je voudrais véritablement saluer leur courage. Nous avons pris un certain nombre de mesures de soutien. Le soutien au réseau de lecture publique. Nous sommes à côté de la médiathèque de Paul. Nous avons souhaité soutenir tous les acteurs du réseau de lecture publique avec le paiement de prestations non effectuées par l'ensemble des intervenants dans nos médiathèques. Cela représentait une somme de 25 000 €. Comme vous le savez, nous avons abondé le fonds Covid de la région pour 220 000 €. Mais c'est 220 000 € qui ont fait 660 000 au total. 220 000 € de l'agglomération qui ont entraîné les 220 000 € de la région et qui ont entraîné les 220 000 € de la Caisse des dépôts et consignations. Ce sont près de 1000 entreprises aujourd'hui qui ont sollicité une aide donc territorialisée sur le fonds Covid. Nous voterons tout à l'heure une délibération d'un coût de 110 000 € pour notre agglomération. Il s'agit de l'opération Tous au Resto, en matière de promotion du territoire, pour essayer de sauver notre saison touristique. C'est une action promotionnelle pour 75 000 €, essentiellement de la communication, pour coller à toutes les intercommunalités, en tous les cas autorités organisatrices de transport. Nous avons également accepté d'aller un peu plus loin que nos marchés pour le soutien aux entreprises de transport. Nous avons réouvert le plus vite possible, et je tiens à saluer la réactivité de la DSI. Alors non, pardon, de la... Comment dit-on je ne m'en sors pas avec ces acronymes. Bref, le secteur sous la responsabilité... Non, sous la responsabilité de Frédéric Rano et d'Emmanuel Port. La direction des services techniques, oui, mais ça avait un autre nom, peu importe. La DEPIC, voilà, la DEPIC, peu importe. Ou qui avait anticipé et qui, au plus fort de la crise, a fait en sorte qu'en respectant des consignes de sécurité, on puisse faire le maximum de travaux possibles. C'était des travaux qui étaient prévus tout au long de l'année, qui devaient s'échelonner jusqu'au mois de décembre. Et ces travaux, nous avons souhaité les faire le plus rapidement possible. C'était aussi très pratique. Les musées étaient fermés, les médiathèques étaient fermées, donc tous les travaux d'entretien du bâtiment qui pouvaient être réalisés ont été réalisés, et bien évidemment ce qui a permis aux entreprises qui pouvaient travailler d'avoir un chiffre d'affaires qui rentrait dans cette période de crise. Nous exonérerons tout à l'heure, cher Alain Parlanti, vous nous présenterez la délibération des loyers donc de tous les locaux à la pépinière d'entreprise pour les entreprises locales. Et enfin, mes chers collègues, nous sommes en train de travailler avec Nicole Fanelli, avec le pôle culturel, à la mise en place d'un festival pour cet été. Alors, festival, un ensemble de concerts sur nombre de communes de l'agglomération, là aussi pour animer la saison touristique, faire travailler les intermittents du spectacle. Le montant de cette opération n'est pas totalement aujourd'hui arrêté. Je ne veux pas communiquer là-dessus. Bien évidemment, ce sont des sommes qui sont budgétées. Ce sont des sommes qui ont pu être économisées par des annulations de spectacles ici ou là et que nous souhaitons relancer sur le territoire. Nous avions un conseil d'administration de Théâtre Andrasseni il y a quelques jours, mardi soir très exactement, et nous avons demandé à Théâtre Andrasseni d'accompagner ce mouvement avec des spectacles de rue tout au long de la saison estivale 2020. Voilà quelles sont les actions, mes chers collègues, que nous avons tous ensemble décidé de mener pour essayer d'apporter un soutien, en tous les cas, à notre économie locale, à nos TPE, à nos PME, voire même à nos plus grosses entreprises. Je veux vraiment remercier dans cette période très particulière
où chacun était pris dans ses communes, et moi-même restant encore contraint et forcé aux commandes de ce joli bateau qu'est l'agglomération. Mais merci à tous les collègues, membres du bureau, qui ont suivi l'ensemble de ces mesures annoncées, qui les ont même abondées, qui les ont enrichies. Et je crois que c'est cette solidarité dont nous avons fait preuve, y compris encore pendant cette crise, qui permet à notre territoire d'avancer. Je voudrais, mes chers collègues du bureau, vous témoigner beaucoup de respect et en tous les cas vous adresser mes sincères remerciements. Nous pouvons désormais aborder la première des délibérations, qui en fait est tout à fait liée avec la deuxième. La première délibération, il s'agit de la modification de l'intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Cette modification de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire nous allons aller un petit peu plus loin, va nous permettre donc d'adopter, si vous en étiez d'accord, la deuxième délibération, qui est l'opération Tous au resto, avec des aides directes, donc en quelque sorte, aux restaurateurs du territoire. Nous avions déjà, concernant l'intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce, nous avions déjà délibéré le 20 décembre 2018 et nous avions précisé les éléments, les sujets sur lesquels nous étions en compétence et où nous acceptions de prendre cette compétence au titre de l'intérêt communautaire. Je vous rappelle que le 20 décembre 2018, l'intérêt communautaire en matière de soutien aux politiques locales du commerce était les suivants: l'élaboration et l'adoption des grands schémas de planification, des chartes et des schémas de développement commercial, les études et l'observation des dynamiques économiques et commerciales sur le territoire communautaire, les avis émis par le bureau communautaire en matière d'aménagement commercial et notamment en vue des réunions de la commission départementale et ou nationale d'aménagement commercial, ce que nous connaissons bien comme étant la CDAC et la CNAC, l'organisation et la gestion du salon autour du vin, le soutien à l'investissement dans le cadre de dispositifs nationaux, régionaux, européens concernant le fameux FISAC, et également la création d'un label intercommunal de commercialisation des produits du terroir. Nous vous proposons aujourd'hui, pour être totalement sécurisés par rapport à la délibération qui va suivre, nous vous proposons donc d'organiser ce plan de relance auprès des professionnels de la restauration et de mettre en place donc l'opération Tous au resto. Ainsi, nous pourrions rajouter à notre intérêt communautaire, si vous en étiez d'accord, inscrire donc au titre des actions retenues comme intérêt communautaire, au titre de la politique du commerce et du soutien aux activités commerciales, tout dispositif d'aide au commerce du territoire en cas de crise majeure. Nous avons rajouté le « en cas de crise majeure » parce que sinon, nous aurions pu, à longueur d'année, être sollicités, à juste titre, quelquefois, par l'ensemble des commerçants pour apporter une aide directe dans leur trésorerie. On laisse faire ça à la région, qui le fait très bien, mais par contre, en matière de crise majeure, peut être malheureusement ce que nous avons connu il y a 10 ans, les inondations, ça peut être une crise sanitaire. Uniquement en cas de crise majeure, nous nous proposons donc de pouvoir désormais aider les commerces du territoire. Voilà quel est l'objet de cette délibération numéro 1 d'extension de l'intérêt communautaire. Avez-vous, mes chers collègues, des questions, des observations à formuler en séance? Eh bien, écoutez, je crois que le silence entraîne approbation. Je vais néanmoins faire voter. Alors, il faut que je mette les mains derrière le dos parce que on ne vote pas. Donc, vous savez, les anciens ne votent pas. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, c'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Qui nous permet donc d'ouvrir la délibération numéro 2 et de vous présenter très succinctement, très rapidement, je crois qu'on en a déjà parlé suffisamment, l'opération Tous au resto.
De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, l'activité économique, plus exactement l'activité touristique de notre territoire, ne peut s'envisager sans nos restaurants. Ce sont à la fois des lieux de cohésion sociale, des lieux de rencontre, mais ce sont aussi des lieux qui permettent bien évidemment aux touristes de venir, d'apprécier la gastronomie que nous avons sur notre territoire, particulièrement avec les mets et les vins. Il y a là quelque chose de particulièrement intéressant et que nos touristes apprécient particulièrement. Ces restaurants traditionnels, nous parlons là de restaurants traditionnels, c'est-à-dire que nous évitons les fast-foods, nous évitons les petits commerces de vente rapide à emporter. Ces restaurants sont au nombre traditionnels sont au nombre de 230, à quelques unités près, sur notre territoire. Leur chiffre d'affaires est important. Ils sont des pourvoyeurs d'offres d'emploi tout aussi importante. Et une fois de plus, je le répète, c'est aussi l'image de marque touristique de notre territoire. Ils ont été sacrément impactés, même si nous avons le plaisir, depuis mardi, de retourner partager les tables. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Tant et si bien que certains ont même décidé de décaler d'une semaine, de 10 jours, certains même, on n'est pas concerné, des 3 étoiles sur la place parisienne ont décidé de ne pas ouvrir avant le mois de septembre. Mais aujourd'hui, l'ensemble, la majorité donc de ces restaurants a pu rouvrir, mais nous savons pertinemment qu'il y a à la fois une perte de chiffre d'affaires avérée, puisqu'avec les distanciations sociales, ils ne peuvent pas mettre autant de tables, ils ne peuvent pas servir. Monsieur Ambrosino, soyez le bienvenu. Monsieur Ambrosino participera donc à partir de la délibération numéro 2. Baisse du chiffre d'affaires, puisque donc, bien évidemment, ne pourront pas accueillir la totalité clients avec les espacements, et puis aussi des dépenses supplémentaires pour tout ce qui est l'aspect sanitaire des choses. Nous avons donc décidé d'apporter notre soutien aux restaurants. Nous aurions pu envisager un système d'aide directe en fonction du chiffre d'affaires, une subvention de l'agglomération. Nous avons souhaité faire différemment de façon à ce que l'ensemble du territoire puisse profiter de cela. Et donc, si c'est l'ensemble du territoire, ça veut dire que c'est à la fois forcément in fine les restaurateurs, mais c'est aussi ceux qui vont peut-être pouvoir aller désormais au restaurant. Et c'est aussi cette mesure, une mesure de soutien aux particuliers. C'est à la fois une mesure de soutien au monde économique des restaurateurs, mais aussi aux particuliers. Nous avons donc imaginé la mise en place de tickets restaurants. Ces tickets restaurants seront d'une valeur faciale de 10 €. Nous avons décidé d'apporter notre aide à hauteur de 1 € par habitant, soit 10 000 €. Comme j'ai l'impression ici d'être l'instituteur, 110 000 € divisé par 10 € facial, ça fait donc 11 000 tickets restaurants qui vont être édités. Nous avons fait en sorte que ces tickets restaurants ne puissent pas être falsifiés. Nous avons donc travaillé avec les imprimeurs sur le territoire et nous avons donc trouvé les éléments qui font que ces tickets aujourd'hui sont totalement infalsifiables. Donc avis aux amateurs, n'essayez pas, malgré les photocopies les photocopieurs nouvelle génération, n'essayez pas de falsifier, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas encore tout à fait les billets de la Banque de France, mais il y a des mesures, notamment avec les QR codes, qui ne permettent pas la falsification de ces billets. Une fois ces 11 000 tickets restaurants imprimés, nous avons décidé que finalement, c'était à vous, les maires, dans chacune de vos communes, d'en disposer et de les distribuer. D'en disposer, nous avons donc, nous nous sommes basés sur le dernier recensement
de la population. Et donc, chaque commune sera dotée d'un nombre de tickets restaurants à proportion de sa population issue du dernier recensement INSEE. Une fois ces tickets restaurants vont distribués, eh bien, mes chers collègues maires, en responsabilité, vous les distribuerez à qui bon vous semble. Nous avons néanmoins, ensemble, dégagé une espèce de consensus. D'abord, nous avons dit que si nous souhaitions être véritablement aux côtés de nos populations, peut-être que ceux qui n'ont pas l'habitude, surtout dans ces temps si difficiles, d'aller au restaurant par manque de moyens, peut-être qu'en priorité, vous pourriez destiner par le biais de vos CCAS aux foyers les moins aisés, donc la distribution de ces tickets. Autre piste, bien évidemment, nous pensons aux soignants. Ils ont été au combat, ils ont été au front. Ce sont eux qui, bien souvent, ont permis de sauver des vies, de faire en sorte que ce virus ne soit pas plus répandu que ce qu'il a déjà été. Peut-être pourrait-il être, là aussi, par vos soins, récompensé avec quelques tickets restaurants. Mais nous avons aussi nos pompiers, nous avons aussi nos forces de l'ordre qui ont travaillé pendant que nous étions confinés. Il fallait néanmoins régler toutes ces problématiques sociales et nos forces de l'ordre, nos pompiers ont été là. Voilà quelques pistes qui sont simplement sur le biais du Conseil, car encore une fois, en responsabilité, et chers collègues maires, c'est vous qui pourrez distribuer, selon les modalités que vous souhaiterez, ces tickets restaurants, à la population. Dernière précision, nous avons souhaité que ce système mis en place soit le plus simple possible. Il ne s'agissait pas de monter une usine à gaz en pleine saison touristique où nos restaurateurs sont totalement débordés. Nous avons arrêté le principe suivant. Les tickets restaurants pourront être dépensés dans chacun des restaurants traditionnels jusqu'au 30 septembre. Mais le restaurateur aura jusqu'au mois de novembre, c'est cela Célia ? Jusqu'au mois de novembre, le restaurateur donc aura la possibilité de se les faire rembourser. C'est-à-dire, il laisse passer l'orage, la saison touristique, et quand il ferme, il vient à la communauté d'agglomération et il se fait rembourser directement l'ensemble de ces tickets restaurants. Nous avons testé notre dispositif, c'était un peu compliqué, les restaurants étaient fermés. Nous avons donc voulu tester ce dispositif d'abord auprès de l'UMI, qui est le syndicat, donc, vous savez, de l'industrie hôtelière, et nous avons saisi Jean-Pierre Guiribelli, le président départemental. Ils étaient enchantés. On nous dit que c'est une mesure qui n'a pas, pour l'instant, son pendant. Écoutez, tant mieux si c'est notre territoire qui en profite en priorité. Et nous avons ensuite voulu tester ce dispositif auprès de 5 ou 6 restaurateurs sur le territoire. Et tous ont été unanimes à la fois pour saluer cette initiative et dire surtout, c'était ça que nous voulions tester, et dire surtout que le système était suffisamment simple pour que ça puisse leur apporter donc un peu de bénéfices et pas trop de tracasseries administrative. Vous savez que le mal français, cette administration qui est vraiment prégnante, si on peut de temps en temps un peu simplifier les choses tout en respectant la légalité, eh bien ce n'est que mieux. Voilà, mes chers collègues, comment se présente cette opération Tous au Resto, avec cette aide directe apportée auprès de nos restaurateurs qui, je l'espère, vont faire vivre la saison touristique. Bien évidemment, on a bien conscience, et j'ai bien conscience, que ce dispositif n'est qu'un maillon, et que vous-même, avec toutes les mesures que vous avez prises, vous avez, je crois, pratiquement tous accordé la gratuité des droits de place, c'est-à-dire sur les terrasses. Vous êtes très nombreux, et là c'est un peu une supplique que je lance aussi, à avoir accepté que pendant ces mois d'été, mois de juin, de juillet, d'août, les terrasses soient un peu plus débordantes. Il faut le faire, me semble-t-il. Bon nombre de nos restaurants n'ont que des salles intérieures, et donc bien évidemment, ils vont y rester.
si on n'autorise pas la possibilité d'aller sur le domaine public. Donc peut-être pourrions-nous accompagner, pourriez-vous, puisque c'est la responsabilité communale, ce dispositif avec des autorisations d'extension de terrasses, voire même peut-être en supprimant ici ou là une ou deux places de parking. Aujourd'hui, les parkings sont encore gratuits, en soutien à l'activité économique, donc ce ne sera pas une perte de recettes puisque c'est gratuit. Donc peut-être en s'étendant un peu sur le domaine public, ça serait une aide, je pense, qui serait totalement appréciée par l'ensemble des restaurateurs. En tous les cas, moi, je leur souhaite véritablement une saison touristique qui leur permette de relever la tête, car le 3e et le 4e trimestre va être extrêmement compliqué pour eux. Voilà, mes chers collègues, le dispositif. La parole scule pour qui souhaite la prendre avant de passer au vote. Qui demande la parole? Je vous en prie. Alors, pardonnez-moi, comme vous êtes un nouvel élu, peut-être d'abord on va vous passer un micro pour l'enregistrement. Et si vous pouviez vous rappeler donc votre nom, votre prénom, mais aussi la commune à laquelle vous appartenez. On vous apporte le micro parce que pour le procès-verbal, tout est enregistré. Bonsoir à tous. Romain Vaquier, au MUI, nouvellement élu premier adjoint de la commune. Félicitations, déjà. Je m'interroge simplement sur la mise en place pratico-practice de ce dispositif. Je partage la volonté évidemment de soutenir la restauration traditionnelle, mais comment est-ce que ces 230 restaurants qui sont concernés par cette mise en place ont été avertis de manière individuelle? Ou comment ça va se passer en fait pour ceux du coup qui sont exclus du système? Si demain il y a un client qui se présente par exemple au McDo, qui n'est pas forcément averti que c'est la restauration traditionnelle qui est encouragée, qui paye avec ce type de tickets restaurant, qu'est-ce qui va se passer du coup? C'est une très bonne question pratique, Monsieur Vaquier. L'acte 1 était bien évidemment l'adoption, ou non, puisque vous êtes souverain pour voter, l'adoption de ce dispositif. Une fois que ce dispositif est adopté, si vous l'acceptez, à partir de ce moment-là, nous communiquons. Hors de question de communiquer, parce que ça serait, je pense, un déni de démocratie, d'abord, d'une première façon. Vous êtes ici souverain, aucune communication avant que les élus ne se soient prononcés. Alors, si vous vous prononcez favorablement ce soir pour cette mesure, je vois déjà la presse quotidienne régionale par l'intermédiaire de Mathieu Bescon, qui est là et qui relatera, ça sera déjà une première communication dans la presse. Bien évidemment, nous allons employer tous les moyens numériques. Tous les réseaux sociaux vont être donc forcément vont débattre, vont présenter ce dispositif. Nous ne cacherons pas le fait que tous les restaurants ne seront pas retenus. Il y a un code APE dont j'ai oublié le numéro. Ça ne concerne que les codes APE 5610A. Bon, on va me dire que ça, la population. Mais ils sont 230. Ils vont être tous contactés par les services du tourisme et ils doivent s'inscrire. Les restaurateurs doivent s'inscrire auprès des services de l'agglomération. Voilà comment nous allons les prévenir, tous individuellement, et nous assumerons le choix que nous avons fait auprès de la population pour dire on va essayer d'aider nos petits restaurateurs traditionnels et non pas les grosses enseignes de fast-food qui, au bout du compte, n'ont peut-être, je ne dis pas qu'elles n'ont pas besoin d'aide, mais peut-être beaucoup moins certainement que les petits restaurants traditionnels. Et également, nous comptons sur vous, l'ensemble des communes, pour relayer cette information auprès de la population. Merci en tous les cas de m'avoir permis de préciser cela. Valérie Marcy.
Une précision, évidemment, les restaurateurs qui sont partants pour participer à l'opération signeront un engagement avec l'agglo. Donc, tout à fait. Il y a vraiment, et c'était joint, je pense que tout le monde a eu le document qui était joint. Il y a le règlement et l'information qui est faite à chaque restauration. Absolument. Et le code était mentionné. Absolument. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'inscription obligatoire, donc engagement sur le règlement. Hein. Autre précision, autre question, autre observation? Monsieur le maire de Trans. Un micro pour Monsieur Kémaris. Oui, merci. Donc, une fois que la liste des restaurateurs aura établie, est-ce que nous, communes, on aura cette liste ou un affichage sur les portes d'entrée des restaurants qui acceptent ces tickets? À voir. On pourrait peut-être imaginer un petit logo, restaurant participant à l'opération sous resto. Hein. Je crois que c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Le petit logo. Juste à côté de recommandé par le guide du routard, il y aura établissement participant. Merci. Président, tiendront la liste des restaurants en discussion sur le site internet de l'agglomération et le site internet de Racine Tourisme. Ces deux sites relateront l'ensemble des restaurants. C'est une très bonne idée. Merci. Autre demande d'information? Écoutez, s'il n'y en a pas, je vous propose donc de procéder au vote de cette opération tous au resto, l'option du dispositif. Qui est favorable? Qui s'abstient? Vote contre? Eh bien, je vous remercie. Je pense que le monde économique, les restaurateurs en particulier, vous seront gré de cette délibération. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre point 3 de l'ordre du jour. Il s'agit du plan de relance touristique post-Covid-19 qui nous est présenté par Valérie Marcy. Qui peut se mettre là où? Bien sûr. On va venir là. Tourne-toi vers nos amis là. Ben ouais, c'est pas très commode. Ah, pardon. Ah ben moi je toujours alors comme ça. Oui, alors évidemment, c'est pas une surprise, le secteur touristique est l'économie principale de notre territoire, donc forcément on a été très impacté. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'habituellement nous avons un peu plus de 3 millions de nuitées par an pour une retombée économique d'environ 150 millions. Donc évidemment, cette année, la pandémie va impacter très fortement ce secteur. C'est pour ça qu'on participe à ces différentes actions pour essayer d'avoir une reprise économique la meilleure possible. Donc, on participe, et ça a déjà commencé, à une campagne de communication nationale qui est menée par la région et l'AT, pour un budget qui avoisine environ 2 millions d'euros. Et une déclinaison par territoire est faite sur l'ensemble du Var. D'ailleurs, sur le mois de juin, on peut déjà voir dans le métro parisien la photo que j'ai amenée. Superbe, la vigne à vélo. Photo de Francis Vauban, photographe local, qu'on apprécie beaucoup, qui a participé à la production de ce magazine de destination. Et donc, tout le mois de juin, métro Châtelet, on a les arts en photo. Donc, je dirais que c'est pas mal. Tout le département est représenté dans le métro tout au long de cette période. La communication avec la mise en place de plusieurs campagnes publicitaires dans la presse quotidienne, régionale, les radios, les réseaux sociaux, à destination des influenceurs. Et ce week-end, dès demain, j'espère qu'il va faire un peu meilleur, on a une influenceuse de renom qui est sur notre territoire, qui est tournée pendant 2 jours. C'est Adeline, on met les voiles, hein. Adeline, on met les voiles, et qui va être dans nos restos, dans nos domaines viticoles et sur la vigne à vélo. Donc elle a énormément de followers dans le monde. Elle reviendra, donc là c'est cette semaine, et elle revient début juillet et mi-juillet, je crois. Fais-moi signe si je me trompe. La promotion du terroir et le soutien aux filières avec la gratuité d'inscription au salon autour du 20, 18 et 19 octobre. Je précise qu'il n'est pas dans la délib, mais j'en profite, je fais ma communication sur le tourisme. La semaine dernière, on était en conseil d'administration en visio pour le label Vignoble et Découverte, et j'avais déjà évoqué l'année dernière.
Quand on regarde la charte de l'événement, le Fascinant Week-end, qui est un événement très important en Auvergne-Rhône-Alpes, ils veulent développer ça dans le label et faire un événement national. On pourra se rattacher. Nos activités qui sont déjà existantes depuis des années correspondent tout à fait à cette charte, donc on aura une visibilité nationale. Une opération coup de poing qui consiste à offrir aux touristes entrant sur le territoire un échantillon d'huile d'olive. Il y aura 4300 exemplaires de prévus. Donc aux entrées de territoire, et vous verrez notre 2 chevaux magnifiques circuler sur nos routes. Et un soutien direct à toutes les entreprises touristiques avec la mise en place d'un guichet unique cellule de crise pour les orienter dans toutes leurs démarches de reprise et d'aide. Ces actions coûteront 73 000 € qui sont prévus sur le budget annexe du budget touristique. Voilà. Alors, en annexe, vous avez tous les éléments et puis ce que coûtent les différentes actions. Voilà, Président. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, toujours vice-présidente en charge du tourisme, chère Valérie. Voilà, une action un peu punchy, hein, une association comme cela vous a été dit, avec le CRT, avec ADT, bref, voilà, il faut communiquer sur notre territoire. Cette année, même si les frontières européennes vont rapidement rouvrir, certainement la semaine prochaine, il est évident que les réservations et l'accueil touristique sera plutôt national, et que donc on a tout intérêt aujourd'hui à faire des campagnes de communication sur le territoire national plutôt que de s'essayer sur des salons à l'étranger. Sur cette campagne de communication et sur la promotion de notre territoire pour la saison 2020, saison touristique 2020, avez-vous des questions à poser, des précisions à demander? Gilbert Galliano. Gilbert Galliano. Oui, moi je voudrais rajouter une information. Après l'exposé de Valérie, sentier. Donc le sentier s'est terminé. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, je dirais, un ouvrage unique. C'est, oui, je continue, unique dans notre agglomération. C'est un petit peu sportif, mais pour accéder, comme disait hier matin le directeur de l'Office de tourisme, arriver en haut, c'est splendide. Même sans la présence de Michel Fugain, ça reste toujours splendide. N'hésitez pas, venez parcourir ce sentier et vous pourrez en faire la promotion pour notre territoire. Merci les amis. Merci Gilbert, c'était un plaisir. Je sais que nous savons tous que c'est un sujet, un projet surtout qui te tenait de cœur depuis tant d'années. Eh bien, ravi que l'intercommunalité ait pu réaliser le compte après la tour Taradell, donc ce sentier. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, comme un certain nombre de collègues, que le jour de l'inauguration des travaux de la tour Taradell, tu avais déjà l'idée en tête, tu nous avais tous pris par la main en nous disant « Venez, je vais montrer quelque chose ». Et une fois qu'on est arrivé là-haut, qu'on a dit « Mais c'est splendide », il a dit « Puis c'est splendide, pourquoi est-ce que l'agglo ne pourrait pas faire le sentier ?» Voilà comment cette histoire a été amenée, a été avancée. Les activités de pleine nature, cher Gilbert, sont la marque de fabrique de notre politique touristique. La vigne à vélo, les balades donc à pied, par exemple celle de l'Oppidum, mais aussi tout ce qui sont les balades équestres, font qu'aujourd'hui notre territoire est un peu reconnu comme, oui, un territoire où il fait non seulement plaisir, mais surtout où on peut se dépenser sainement avec ces activités de pleine nature. C'est un peu, nous n'avons pas, on l'a souvent dit, nous n'avons pas encore, j'ai dit
pas encore. Je sais qu'il y a des femmes et des hommes de culture ici, je fais très attention. Nous n'avons pas encore comment dirais-je, de spot culturel exceptionnel. Ça viendra, j'en suis totalement convaincu. Donc, finalement, on s'est dit, mais pourquoi aller chercher midi à 14h? Tout simplement, notre richesse ici, c'est la nature. Il faut à la fois la préserver et la mettre en valeur. Et c'est tout le sens de notre politique en matière d'animation du territoire. Merci en tous les cas pour ce témoignage. Madame le maire du Muy, chère Liliane, un micro pour Madame Boyer. Non, je crois que j'en ai pas besoin. Si, pour l'enregistrement au PV. Bonsoir à tous. Moi, je voulais, suite à l'intervention de Valérie, là, qui est très intéressante, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'elle allait faire une petite plaquette récapitulative sur ces informations touristiques afin qu'on puisse les insérer dans nos bulletins municipaux? Merci en tous les cas de cette proposition, mais je crois que c'est déjà prévu. Valérie, répond. Célia, Valérie? Je crois que c'est prévu. Oui, toutes les actions sont systématiquement sur les sites de l'agglo et on transmet aux mairies une plaquette papier, tu veux. Oui. Alors après... Oui. Moi, je crois qu'il faudrait faire des outils numériques de façon à ce que chaque commune puisse à la fois les intégrer, non seulement sur le Facebook de la commune, mais aussi peut-être dans les journaux, dans les bulletins. Après, il y a pas mal de sujets qui sont abordés déjà en plaquette. Hein. On élargit. Et après, on peut avoir aussi des suggestions complémentaires. Oui, mais alors, ce que me demande Liliane, c'est plus spécifique aux actions particulières là, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que nous, on fait et vraiment une plaquette de présentation des différentes actions en vue de la reprise économique. C'est plus simple finalement que ce que nous, on fait énormément de brochures sur chaque thème, mais là, c'est spécifique. Ce que tu veux, c'est spécifique à ça. Merci pour cette précision. Qui demande la... Bien sûr, c'est bien, c'est un relais, bien sûr, très important. Qui a à nouveau la parole sur la promotion du territoire? Eh bien, écoutez, si nous avons été donc complets, je vous propose donc de passer au vote de cette délibération numéro 3 portant le plan de relance touristique post-Covid 2019. Qui est pour? Qui s'abstient? Pas de vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On est toujours sur le soutien au monde économique. Je l'évoquais tout à l'heure avec la gratuité proposée des loyers de nos locaux mis à disposition, des loyers déjà très modiques, à la pépinière d'entreprise. Et c'est Alain Parlanti qui nous présente cette délibération. Bien, vous l'avez compris, il s'agit donc d'exonérer sur avril et mai les occupants de l'hôtel d'entreprise et de la pépinière. Vous avez la délibération en main. Les 5 premiers paragraphes traitent des règles et des compétences des uns et des autres sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir faire cette proposition. Actuellement, on a 4 entreprises qui occupent ces espaces et on va donc vous proposer d'exonérer avril et mai pour un montant de, si j'avais mis une lunette, peut-être que
Oh, même pas, j'ai pas pensé à le jeu. Je les ai juste oubliés. J'ai résumé de mes forces. 3254 € et 12 centimes. C'est un petit geste, mais enfin qui va permettre de mieux respirer. Voilà. Merci beaucoup. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. J'imagine que tout le monde est d'accord sur ce soutien, ce petit soutien modeste de nos locataires de la pépinière d'entreprise. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Christian Taillandier pourrait, s'il le voulait bien, nous présenter la 5 et la 6 en même temps. Ce sont tout simplement les subventions à nos missions locales. Pas de souci, Président, je vais le faire, je vais mêler les deux. Bonsoir à tous. Je vous tourne le dos, mais bon. Alors, simplement, à l'occasion de la mise au vote de cette subvention en 2020, attribuée aux deux missions locales de notre territoire, la mission locale de Rassény-Gorre-du-Var et celle d'Est-Var, qui en fait ne concerne pour nous que la commune du Muy, je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent importants de souligner et qui renvoient aux conventions qu'on va se prêter à signer. D'abord, dans un premier temps, rappeler que nos missions locales, je crois que c'est important, assurent une mission de service public de proximité inscrite au Code du travail. Ce qui signifie que tous les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, résidant sur notre territoire, ont accès gratuitement à l'ensemble des services. Alors, je n'ai pas tous les passer en revue, mais enfin, il y a de la recherche d'emploi, de stage, de formation, le travail sur le projet professionnel, des aides financières sous conditions, la prise en compte des difficultés périphériques à leur insertion professionnelle, que ce soit la mobilité, la santé, le logement ou l'accès aux droits. Et cette mission, d'ailleurs, va s'étoffer dès septembre prochain avec la mise en œuvre de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Et par ailleurs, comme vous le savez sans doute déjà, cette intervention globale au service des jeunes n'est possible que grâce à une mise en commun des différents financements publics, dont celui de notre agglomération, qui fait précisément l'objet de cette délibération. Alors, les autres financements, il faut quand même les rappeler. C'est d'abord l'État, il y a une convention pluriannuelle sur objectifs, celui de la région, surtout pour le volet formation, celui du conseil départemental sur le volet social. Alors, pourquoi vous me direz donner de l'argent au local? La réponse, elle est contenue dans la question, quasiment. C'est tout simplement la proximité, le local, qui sont au cœur du mode d'action de la mission locale. La proximité, c'est d'abord l'accueil des jeunes, raison pour laquelle nous multiplions d'ailleurs les lieux de permanence. J'en ai noté quelques-uns sur le seul territoire de l'agglomération chaque mois. C'est 66 permanences d'accueil qui sont ouvertes aux jeunes. 31 sur Draguignan, dont 10 en zone quartier politique de la ville, et 35 sur les autres communes de l'agglomération. Et pour ne citer que quelques chiffres, alors qui concernent surtout, mon excuse Liliane, mais qui concernent sur la mission locale, Rassény-Gorre-du-Var, qui est un peu cher à mon cœur puisque j'en suis le président. 2242 jeunes accompagnés au cours de 10 960 entretiens. Je précise un peu ce à quoi ça correspond, cette mission locale. Les résultats de cet accompagnement, 153 jeunes exactement entrés en situation positive en formation scolarité, soit un taux d'insertion pratiquement 1 sur 2, ça veut dire un peu plus de 55%. 75% de ces situations positives concernent l'accès à l'emploi, avec 160 jeunes qui sont entrés dans un contrat en alternance. Mais cette proximité concerne également le pilotage des projets territoriaux d'insertion des jeunes, en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques, politiques publics et associatifs du territoire. C'est même l'un des piliers de notre mission de service public. C'est le cadre du contrat de ville de Draguignan, au quartier des Colettes, au centre ancien, et sur le Muy, pour ce qui concerne la mission locale Est-Var. Alors, ces missions locales, chers collègues, c'est clairement un instrument au service des politiques locales.
et donc d'une politique communautaire. L'aide financière allouée par notre agglo, c'est l'objet donc de ces deux délibérations. Ces aides sont calculées depuis quelques années sur le nombre d'habitants et sur une base de 2,31 € par habitant, ce qui donne, et vous l'avez dans vos délibérations, 231 252 € pour la mission locale de Racine-Cœur-du-Var, c'est la très grande majorité des communes, bien sûr, et 21 668 € sur les mêmes bases pour la mission locale Est-Var. C'est la deuxième délibération. Donc il a donc proposé d'approuver les conventions d'objectifs et de moyens 2020 et d'autoriser notre président à les signer. Et compte tenu de mon rôle de président de la mission locale Racine-Cœur-du-Var, je ne participerai pas au vote. Bienvenue dans le club de ceux qui ne votent pas, cher Christian. Mes chers collègues, sur ces subventions traditionnelles, habituelles à nos missions locales, avez-vous des questions à poser? Des observations à formuler? S'il n'y a pas de vote pour, qui s'abstient? Pas de vote contre. Merci. Il sera donc bien indiqué au procès-verbal que M. Christian Taillandier ne participe pas au vote. Ce vote valait pour la délibération numéro 5. J'imagine que pour la délibération numéro 6, la mission locale de l'Est-Var, pour laquelle Christian Taillandier va pouvoir voter, le vote est identique, pas d'abstention, pas de vote contre. Elle est donc également adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé, sauf la motion de soutien au personnel du centre hospitalier que vous avez donc, par votre vote à l'heure, accepté de vous inscrire à l'ordre du jour. Je propose tout simplement que Monsieur le Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de la Dracénie, maire de Draguignan, nous présente cette motion. Alors attends, Richard, peut-être si tu veux bien, on va attendre une seconde que la motion soit distribuée. Alors j'en ai deux sur table, il faudra me dire quelle est la bonne. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt celle-là, car je ne vois pas comment en co-signant il peut s'autosaisir. Mais bon, ça c'est celle-là la dernière qu'ils ont pris. C'est pas possible. Il ne peut pas. Mais bon. C'est pas possible non plus. Je réalise le truc. On ne peut pas co-signer quelque chose qui n'est pas issu de... C'est n'importe quoi. Eh bien, Richard, à toi. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, de me donner la parole pour cette motion extrêmement importante. En effet, le centre hospitalier de la Dracénie, dès le début de la crise, s'est métamorphosé en un véritable navire amiral de lutte contre le Covid-19. Les services, qu'ils soient techniques, qu'ils soient soignants, toutes les équipes ont été mobilisées de façon exemplaire et avec une rapidité peu commune. Je tiens ici à le souligner, j'étais présent régulièrement sur place. Il est évident qu'une annonce a été faite à l'issue je dirais, de l'écrasement, du début de l'écrasement de cette pandémie, de manière à gratifier un peu ces personnels soignants et techniques par le gouvernement.
Ceci dit, cela fait des années que l'on méprise un petit peu tous ces personnels, que l'hôpital public commence à être exsangue. Il y a des réformes à faire en profondeur pour redonner, pour redorer le blason, aussi pour rétribuer tous ces personnels à quelque chose d'honorable, pour ne pas dire simplement acceptable. C'est pour cela que vous avez proposé, mon cher Président, la tenue et la rédaction de cette motion, et je vais maintenant la lire. C'est une motion de soutien au personnel du centre hospitalier de la Dracénie, co-signée par Fabien Matras, député de la 8e circonscription. Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le centre hospitalier de la Dracénie s'est fortement investi et a fait preuve d'une réactivité exemplaire. Président du conseil de surveillance de l'établissement, je me suis rendu sur place à plusieurs reprises avec le député Matras et nous avons été en contact quotidien avec le centre hospitalier, sa directrice ou le président de CME. Nous avons ainsi constaté cette mobilisation sans faille de l'ensemble du personnel, mais aussi la coopération avec la médecine de ville et la clinique qui a été remarquable sur l'impulsion des présidents, des directeurs de chaque secteur de soins. Dans ce contexte, le choix de ne pas octroyer la prime de 1 500 € au personnel du centre hospitalier de la Dracénie semble parfaitement injuste, alors que les autres hôpitaux du groupement hospitalier de territoire du département l'ont obtenu et que la méthode de comptabilisation des cas de Covid-19 ne semble pas avoir été identique partout. Cette injustice que le maire et le député dénoncent depuis plusieurs semaines ne fera qu'augmenter la colère de l'ensemble des personnels d'un hôpital déjà impacté par le passé par des restrictions budgétaire et la désertification médicale. Bien au-delà de la reconnaissance de la mobilisation de tout l'établissement durant la crise, une décision favorable illustrerait la volonté de conforter l'hôpital public au service de 23 communes du territoire, et je dirais même au-delà. En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir solliciter Monsieur le ministre de la Santé pour que soit attribué au personnel du centre hospitalier de la Dracénie le dispositif de prime de 1 500 €. Cette motion sera envoyée conjointement avec le député de la circonscription, Fabien Matras. Merci. Mes chers collègues, je pense que là, si notre gouvernement fait la sourde oreille, eh bien nous en prendrons évidemment acte, mais traité ainsi par une injustice, puisque je vais vous prendre un seul exemple. Nous travaillons en collaboration étroite avec évidemment le centre hospitalier de Fréjus. Les médecins réanimateurs sont venus prêter main forte à notre réanimation et donc eux ne pourront pas recevoir la prime de 1 500 €. Et ce n'est pas comme ça qu'on agit lorsqu'on fait partie d'un groupement hospitalier de territoire. Ça ne tient pas debout. En même temps, la façon dont ont été comptabilisés les actes n'est pas quelque chose de très sérieux, je dois le dire ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pardonnez parfois un peu le fait que je m'emporte parce que je souhaite que nous soutenions l'hôpital public dont je suis issu. Je vous remercie. Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil de surveillance, vous avez particulièrement raison de vous emporter. Dans la vie, tout n'est pas rose. Je disais lors du dernier conseil d'agglomération, je pensais que c'était le dernier, quand je vous avais salué, je vous disais, le prochain président devra avoir du courage pour se battre. Et du courage, il faut de temps en temps oser la voix. On ne se fait pas que des amis, on se fait même beaucoup plus d'ennemis que d'amis, j'en sais quelque chose. Mais peu importe, pour la défense du territoire, il faut de temps en temps hausser le ton. Il y a là, dans cette affaire, quelque chose qui est injuste, vous l'avez dit.
Moi, je pense qu'un soignant vaut un autre soignant. Je ne pense pas que les soignants de l'hôpital d'Adracénie se soient roulés les pouces pendant que d'autres étaient débordés. Tout le monde était débordé. Tout le monde a pris des risques. Il y a donc là, et vous avez parfaitement raison de le souligner, une véritable injustice. Mais au-delà de cela, il y a un réel danger. Et que nous soulignons depuis de nombreux mois, en disant attention, on est en train de bâtir, peut-être, dans ce département, des hôpitaux de deuxième zone. Et ça part de là. Quand on commence à dire qu'un soignant, aussi méritant soit-il, dans un établissement, lui a le droit d'être mieux payé, a le droit d'avoir une prime supplémentaire, et que d'autres qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes diplômes, qui ont la même passion de leur métier, le même serment d'Hippocrate, et que cela alors soit déclassé, ça veut bien dire qu'on a petit à petit voire le danger d'établissements moteurs et des établissements dits de deuxième zone. Et ça, nous ne pouvons pas, bien évidemment, le laisser passer. Draguignan a subi suffisamment de coups, Draguignan a subi suffisamment de départs de services publics il y a encore très très peu de temps, et vous savez combien je m'étais mobilisé contre ces départs massifs de services publics de la ville de Draguignan. Nous tenons à notre hôpital, vous avez raison, il faut le faire savoir, et déjà, c'est à notre niveau aussi, non seulement une motion de soutien à nos personnels soignants, une motion de soutien à l'hôpital public, mais aussi un signal pour l'avenir, nous ne nous laisserons pas faire. Qui souhaite s'exprimer? Bernard Quilini. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au nouveau. Ce soir, bien sûr que je suis pour la motion, mais je crois que des soignants, il y en a de toutes nos communes. Donc, je demande au maire de prendre la même motion dans le prochain conseil municipal. Je crois que c'est rapporter dans nos territoires quelque chose d'important. Et c'est vrai que tu l'as très bien dit, Richard. Il y a des anguilles qui sont dessous. Un jour c'est ci, un jour c'est ça. Il faut affirmer notre territoire. Je crois que c'est important. Alors prenons tous la même motion et expliquons-la, parce que dans nos territoires, il y a des gens qui ne s'intéressent pas trop à l'agglo, mais ils s'intéressent peut-être à ce que fait le conseil municipal. Je crois que c'est une bonne proposition, j'espère. Et puis, bon, elle est toute faite, il y a juste à la faire passer, tout simplement. Bravo Bernard, c'est une unité de territoire dont nous avons besoin. En t'entendant parler, je me disais que c'était le maire de Fillanière qui parlait. Mais c'est aussi le premier vice-président de l'association des maires du Var. Ce territoire, le département du Var, doit être uni. Et moi, je propose qu'au-delà de ça, l'association des maires du Var puisse prendre ce sujet en main au nom de l'unité du territoire et peut-être aussi préciser, demander, il y a des conseillers départementaux dans l'Assemblée, demander aussi que le département puisse, au nom de l'unité du département du Var, défendre également cette motion. On s'en sortira si on est divisé. Monsieur Gérald Pierrugue. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis tout à fait conscient de problèmes et je soutiens à fond cette motion. Les critères de sélection pour les 1500 euros me semble ce choix me semble un peu réfléchi. À partir du moment où on est soignant que ce soit à Draguignan ou à Fréjus. Donc j'aurais voulu savoir quand même s'il y avait d'autres hôpitaux dans le Var qui subissent la même fronde que celui de Draguignan. Hier. Il faut s'unir avec hier, et ça veut dire que quand même ça ne fonctionne pas tellement bien. L'équité, je ne sais pas là comment on peut la retrouver, mais ça ne va pas du tout. Donc à fond avec cette motion. Et Brignol, Richard, tu as des mots? Brignol fait partie des gratifications. Ça, entendez bien. Hein.
Bien. Ils ont été repêchés. On ne sait pas comment. Voilà, mais... Ok. D'autres interventions en soutien ou... J'espère qu'il n'y a pas de défiance à la motion. Madame le maire des Arcs, Madame Nathalie Gonzalez. Cher Président, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Non, bien évidemment, aucune défiance, bien au contraire. Comme je pense l'ensemble de tous les collègues, je soutiens à 200% cette motion. Simplement, je pense qu'au-delà de cette motion, qui est tout à fait fondée, bien évidemment, c'est un soutien sans faille de l'hôpital de Draguignan au-delà de simplement ce souci de prime. Je pense que l'hôpital de Draguignan a grandement besoin que les élus de la Dracénie lui portent secours. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important. J'ai eu l'occasion de parler avec différentes personnes, complètement en dehors d'ailleurs du cadre de la crise Covid. Et on était assez d'accord sur le fait de dire que les prochaines mandatures allaient devoir s'ouvrir sur une ère où il allait falloir que l'on soit aux côtés de notre hôpital. Et je voudrais simplement conclure sur le fait que pendant toute la crise du Covid, tous les soirs, les soignants ont été applaudis par l'ensemble des Français, qui les ont applaudis à leur balcon, à leurs fenêtres. Et il ne faudrait pas que ce geste ne soit qu'un geste vain, et qu'on ait le courage d'aller jusqu'au bout et qu'on les soutienne jusqu'au bout, soit de Draguignan ou d'ailleurs, parce que la nation, me semble-t-il, est une et indivisible, et que nos soignants sont tous les mêmes et ont droit donc tous au même. Je mets le mot récompense, même si ce n'est pas forcément le mieux adapté. Voilà, donc à 200%, Richard, merci pour cette motion. Merci. D'autres interventions, témoignages, interrogations? S'il n'y en a pas, nous pouvons passer au vote. Donc, sur le soutien à l'hôpital de la Dracénie, cette motion, qui est pour, qui s'abstient? Je pose quand même la question, qui vote contre? Bien, merci à nouveau pour cette belle unanimité à moins qu'il y ait des demandes de parole. Madame le maire du Muy. Alors moi, c'était un peu moins drôle. D'abord, je dois dire que tout ce... C'était pas trop drôle, ça, quand même. Non, c'est un peu moins... Non, mais c'est moins... c'est pas drôle, mais c'est moins poignant. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment à côté, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est plus important l'hôpital, c'est plus important les soignants que ce que je vais vous dire. Alors, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que le Muy, sur le territoire de la Cannes, on a servi de déballe publique. Et la déballe publique, j'ai fait l'objet de... Je me suis fait assassiner alors que je n'avais pas été prévenue. Et je trouve que ces méthodes, je n'incrimine personne, mais que ces méthodes de ne pas prévenir les maires de ce qui se passe, ça devient inacceptable. Vous parlez en matière de déchets? Oui. Alors, je monsieur... parle de tous les déchets de récupération que vous devez trier, qu'on a mis à côté du lycée. Très bonne publicité pour le lycée. Peu importe, mais je pense que la moindre des choses, ce serait de prévenir le maire, de dire voilà, on a besoin de ce terrain, on va y mettre ça, prévenez la population, plutôt que je reçoive 50 messages, que j'en reçoive 100, que je sois interpellée, comme quoi on était des bons à rien dans la mairie. Alors, on a un bon exemple, celui de Richard, qui, on est tous d'accord par ce qui vient de se passer, mais franchement, quand vous avez une déballe à l'entrée de la commune du Muy, à côté du lycée, ben on se dit, ils sont bons à rien. Alors, et en plus, je n'ai pas été prévenue. Ça, alors, à ce qui paraît, qu'on n'arrive jamais à me trouver, il y a une personne qui ne peut jamais me joindre sur mon téléphone portable. Alors, je crois qu'on a un problème tous les deux. Ça fait 2 ou 3 fois que ça se passe.
la mandature se termine, je suis déçue de la façon dont ça s'est passé, dont c'est produit, plusieurs fois. Et ça, je trouve que c'est vraiment désolant. Et nous, les maires que nous sommes, on sert à quelque chose quelque part. Sinon, on n'est pas là. Sinon, on ne sert à rien. Vous avez parfaitement raison de souligner le rôle des maires, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sais que chaque fois, tu m'as suivi dans mes interventions. Mais je vous le dis, quand vous mettez une déballe à l'entrée d'un village sans prévenir la commune, ben, ce n'est pas acceptable. D'autant quand on parle de déballe, on parle de déchets ménagers, et la vice-présidente des déchets ménagers, c'est toi. Donc c'est vrai qu'il y a certainement un problème dans le service. Et je pense que le directeur, M. Bruleru, va s'exprimer, peut-être. Où est-il? Il n'est pas là? Comment? Bon, ben, si c'est un problème familial, je suis tout à fait... mais j'ai fait part à Laurence Mavoine immédiatement, puisque c'est mon interlocuteur préféré, et des fois je l'inquiète. C'est patron de l'administration qui doit se faire respecter de ses services, c'est évident. Voilà. On est sur le terrain donc, de la communauté d'agglomération. De la communauté d'agglomération. On ne va pas les déballer, j'imagine. Et j'imagine qu'il devrait y avoir un gros problème budgétaire derrière. Ça nous a permis j'imagine. Mais une explication. Peu importe. Mais la méthode, je pensais que vous aviez été prévenu. C'est le matériel qui va être récupéré pour être revendu. Moi, je suis d'accord. Mais les gens, tous les riverains, le proviseur du lycée qui a ça à côté, me dit, Madame le maire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, moi, j'habite pas. Je suis pas passée là, je ne l'ai pas vu. On s'est rendu sur place, on a fait une enquête. Et on a dit, c'est la communauté d'agglomération. Parce qu'il y avait les déchets de Draguignan, il y avait les déchets des Arcs, il y avait les déchets de la communauté d'agglomération. Et de temps en temps, finalement, le MUI, ça sert bien de déchets aussi. Liliane, tu as raison sur le fond, si tu n'as pas été prévenu, ça c'est pas du tout normal, qu'on soit sur un terrain de la gauche, je précise. Laurence Mavoine va s'exprimer au nom de l'administration. Voilà. Je tenais à le dire. En quelques mots et avec la franchise et sur l'aspect direct qui vous caractérise, vous m'avez immédiatement saisi et immédiatement je vous ai répondu en vous présentant les excuses de l'administration, en vous disant oui, là nous avons commis une faute en situation d'urgence. Nous avions besoin. Nous avions besoin. Une nouvelle concernant les déchets. En situation d'urgence, les déchetteries ayant réouvertes, nous nous sommes trouvés évidemment devant un afflux de déchets considérable qu'il a fallu préstocker avec le prestataire qui n'avait pas repris son activité. Habituellement, nous avons un terrain aux Arcs qui n'était pas là accessible et donc, très provisoirement, nous l'avons mis là. Mais effectivement, Madame le maire, je m'en suis platement excusé à l'oral et à l'écrit parce que nous avons commis là, c'est une omission et donc c'est une erreur. Mais vraiment. Donc je m'en suis excusé, je les renouvelle devant tout le monde parce que ça ne caractérise pas d'habitude les services qui sont réactifs, mais là, je constate qu'il y a eu un manque au devoir d'information pour effectivement anticiper à la bonne communication. On l'a échangé avec Véronique Morsetti, on est immédiatement intervenu auprès du chef de service, qui s'est fait rappeler à l'ordre dans sa relation à l'usager, et là, en l'occurrence, à Madame le maire et au maire en général, qui doivent être très associés, très informés, bien évidemment. Et comme par le passé, effectivement, nous avions déjà eu 2 ou 3 petits accrochages de communication, vous vous êtes très vivement exprimé, et je peux vous dire que ça a été très très bien reçu, 5 sur 5. Je ne sais pas si Madame Morsetti, dans le détail... Faute avouée est à moitié pardonnée, mais venant de toi, totalement pardonnée, j'en suis convaincu. Je suis d'accord, mais de temps en temps, on ne peut pas oublier les maires. Et malheureusement, avec ce service, ma foi, Véronique, vous savez combien je vous apprécie, avec le service que... fait la mandature, et c'est certainement pas là où j'investirai puisque je ne suis pas satisfaite. Tu choisiras une autre délégation, j'en suis convaincu. Je ne choisirai pas, je me mettrai d'accord avec mes collègues. Ben oui, c'est ça, oui. Mais ça a été très très difficile quand il n'y a pas de
commun. Voilà, c'est tout. C'est bien entendu. Pour la suite, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Écoutez, mes chers collègues, il est 19h30. Oui? Pardon? Alors, monsieur le maire de l'Orgue. Claude Alemagna, vous avez la parole. Oui, je voulais intervenir en dehors des délibérations, en dehors des questions qui ont été posées. Et effectivement, je voudrais revenir sur ce qu'a dit, je suis tout à fait d'accord pour la motion. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les soignants, sur une ville, ils ont bénéficié d'une prime, et puis sur une autre ville, ils n'en bénéficient pas alors qu'ils ont fait exactement le même travail. Et au départ de la crise sanitaire, on ne savait pas plus si à Fréjus ou à Draguignan, il y avait des cas avérés de ce sacré virus. Donc je partage tout à fait effectivement la motion, et c'est très justement que les soignants de Brassénois doivent en bénéficier. Mais mon propos ce soir, c'était surtout pour revenir sur cette crise sanitaire. Justement, je refais à la transition avec l'hôpital. Dire que autant que les aides-soignants qui peuvent bénéficier de ces aides, on n'a pas assez parlé aussi de toutes les personnes qui sont intervenues dans le pic de crise sanitaire que nous avons tous connu. Je parle notamment de citoyens anonymes qui ont proposé leurs services et dont on parle peu, et qui ont agi aussi pour le bien de tous. Ils ont fabriqué des masques, ils ont aidé pour le portage des repas, des courses pour les besoins quotidiens de nos anciens, des fruits, des légumes, des médicaments aux plus fragiles et un soutien social aussi aux personnes psychologiquement atteintes et des personnes isolées. Donc c'est ce que je voulais souligner, mais c'est surtout aussi pour faire un lien direct et de tirer les enseignements de cette crise sanitaire avec nos compétences que nous partageons ensemble depuis le début de cette mandature. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est de tirer, il y a 3 enseignements importants que nous devons tirer de... Alors je me tourne un peu vers vous, je un petit peu le dos, je vois juste dans l'œil. Les 3 enseignements en rapport avec notre politique territoriale. La première, c'est l'enseignement fort de cette crise qui a permis de montrer combien tous les maires et leurs équipes municipales ont été des acteurs importants, de véritables responsables de terrain. Donc tu l'as souligné, tout le monde l'a souligné, et où les maires étaient en avant. Je ne veux pas jeter un satisfecit sur tous les maires. Cette crise sanitaire donc, a permis de montrer aussi combien la solidité de l'action communale repose sur la capacité et sur la liberté du maire d'agir et de choisir ses liens d'action publique. Donc, les maires ont été aussi les premiers, et aussi en première ligne, comme les soignants, dans la gestion de cette crise, et ont montré que l'échelon municipal était essentiel. Si les maires ont peu de compétences spécifiques en matière de santé, ont néanmoins, au titre de leurs compétences de police générale, une mission de protection de la santé publique et de prévention des risques sanitaires, notamment pour les situations d'épidémie comme nous connaissons actuellement. Et c'est l'article L22-2 du Code général des collectivités territoriales qui le précise. De plus, le protocole sanitaire adressé par l'État aux élus le 30 avril dernier fait porter sur les maires la responsabilité des décisions lourdes de conséquences. Les élus locaux sont les chevilles ouvrières pour la protection de leurs agents, l'achat et la distribution de masques. Vous savez combien ça nous a beaucoup perturbé parce que les masques n'arrivaient pas aux sorties du confinement. Pour des campagnes de tests, comme ça a été fait à Draguignan, l'accompagnement des personnes infectées et mises à l'abri, la réouverture des écoles, des crèches et des marchés. Nous attendions de l'agence régionale de santé un réel accompagnement dans la gestion de la lutte contre l'épidémie et notamment
qu'elles nous fournissent des données de santé hebdomadaires pertinentes à l'échelle du territoire, voire de la commune. Cela aurait permis de dédramatiser et de rassurer nos concitoyens dans cette forte période de crise qui nous a inquiétés depuis plus de 70 jours. Or, nous avons constaté que les maires, si semi-responsables, ils sont les derniers informés, pour ne pas dire pas du tout informés de la situation. Et nous pouvons que regretter. Donc c'est ce manque de confiance de la part de hauts fonctionnaires vis-à-vis des élus responsables que nous sommes aujourd'hui en droit de revendiquer. C'est le premier enseignement révélateur de cette crise. Le deuxième enseignement qu'on a tiré de cette crise, c'est la violence, vous en avez parlé, Président, c'est la violence faite aux femmes qui se sont particulièrement développées au cours de la crise, et notamment pendant la période de confinement, vous l'avez très bien développé. Dans notre politique de la ville, concernant cette problématique, nous sommes bien sur la bonne voie. Et nous devons la poursuivre en créant dans chacune de nos communes des logements d'urgence pour ces familles. Et quand on parle des familles, il y a bien sûr d'enfants, comme vous l'avez si bien relevé. Et enfin, pour l'énergie, avec notamment les moyens mis en œuvre pour faciliter le développement du vélo, moyens de locomotion et de déplacement. Donc cet épisode inédit de crise sanitaire mondiale doit nous permettre de nous aider à construire un monde meilleur. L'engagement des maires, de l'ensemble des élus et celui de leurs collaborateurs ont été centrales, et 7 jours sur 7. Ça aussi, ça n'a pas été, pas ici, mais chez un certain nombre de médias, pas assez relevé. Le dévouement dans la mise en place des procédures de confinement et des modalités de continuité du service, de surveillance des personnes vulnérables, tout à l'heure parlé de 700 000 personnes en France qui n'avaient plus aucun lien social. Ce lien social qui a été poursuivi grâce à l'action des maires a été remarqué pour surmonter les difficultés et faire front au climat exogène gêné. Voilà ce que je voulais dire, les 3 enseignements qu'il faudrait tirer de cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Enfin, je voudrais dire sur l'action financière qui va arriver. On parlait de crise sociale tout à l'heure. Il va arriver une crise économique importante qui va se présenter dans les jours prochains. On va avoir des budgets que nous allons devoir voter au mois de juillet, puis sur les budgets 2021. Nos communes et notre PCI allons subir une double perte, si j'ai du mal à expliquer, une double perte sur les rentrées fiscales et sur les recettes acquittées par les usagers des services publics. Donc cette situation va nous conduire à une perte de 20% de notre autofinancement dans nos budgets communaux et intercommunaux. Donc là, je prends ma casquette de conseiller régional pour dire que la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé un plan d'urgence de solidarité et de relance grâce aussi au soutien à la quasi-totalité des territoires, comme le nôtre. Tout à l'heure, vous parliez de 200 000 euros qui ont développé jusqu'à 600 000 euros de subventions auprès de l'économie. Ce sont ainsi 1,4 milliard d'euros qui sont aujourd'hui mobilisés et disponibles pour répondre à l'urgence et notamment celle de nos entreprises. Moi, je vais respirer. Donc, sachant que là, vous avez masque ou ça va? Sachant que la commande publique représente 80% des investissements que nous allons devoir
dans les prochaines semaines, lancer rapidement nos projets, les projets communaux et intercommunaux, pour aider à la relance économique de notre territoire. Enfin, je permets d'encourager, bien sûr, chacun d'entre vous et moi, à continuer à combattre cette crise, car rien, comme vous le savez, n'est gagné. Car c'est tous ensemble, bien sûr, élus, décideurs et entrepreneurs, que nous gagnerons cette bataille, cette crise sanitaire. Donc, je terminerai pour vous dire simplement que nous devons continuer à faire preuve de solidarité et d'unité. Et nous, les élus, plus que jamais, des acteurs majeurs pour la relance de notre économie. Donc, on a beaucoup parlé de crise sociale. On a su, grâce au département, grâce à la région et grâce à notre territoire, et bien sûr grâce à nos communes et à nos cercles communaux d'action sociale. Mais demain, nous allons être confrontés à une crise économique sans précédent. Vous avez tiré un bon bilan tout à l'heure, assez général. Mais moi, je parle pour notre territoire. On va avoir de gros soucis dans les jours à venir. Et c'est tous ensemble, tous les élus. Il faudra que nous lancions tous nos projets, puisqu'on a quand même élus sur un programme. Donc demain, ce programme, il faudra bien sûr le mettre en action. Et je vous invite tous et toutes, les maires au masculin qu'au féminin, de lancer au plus vite les projets pour justement relancer toute notre économie. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'était un peu généraliste, mais c'était aussi pour remonter le moral de tout un chacun. Et félicitations aux nouveaux élus, bienvenue dans la famille agglomération, et j'espère que nous allons tous bien travailler ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, je crois, Claude, que c'était une très belle conclusion, puisqu'on termine sur la solidarité et l'unité dont devra faire preuve notre territoire, accompagné par des élus un peu plus expérimentés, des élus qui viennent pour la première fois d'accéder à des responsabilités. Eh bien, c'est tout ça qui fait finalement l'unité, la vie d'un territoire. Qu'il me soit donné l'occasion une fois de plus de remercier le Conseil régional. Je n'oublie pas que pour la première fois, notre EPCI a pu bénéficier de subventions au total de plus de 10 millions d'euros avec le contrat régional d'équilibre territorial. L'élu régional que vous êtes et le président Muselier soient remerciés. Je crois, mes chers collègues, que c'est ainsi que se termine notre conseil d'agglomération, sauf si quelqu'un demande encore la parole. Non. Chers collègues, nous en avons donc terminé. Je vous rappelle que le conseil d'agglomération d'installation de la nouvelle équipe aura lieu le 16 juillet. Je crois que l'horaire est toujours fixé à 18h. Bien évidemment, les convocations vous seront transmises en temps et en heure. Merci à vous toutes et à vous tous. Bon vent à l'agglomération.